Côte d'Ivoire. Acquitté depuis le 15 janvier 2019, il vit à Bruxelles en attendant un hypothétique retour conditionné par la délivrance d'un passeport. C'est depuis la capitale belge qu'il suit avec un intérêt particulier l'actualité de son pays depuis plusieurs mois. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, madame. Et merci d'accorder cet entretien exclusif à TV5 Monde. Comment allez-vous depuis que vous avez recouvré la liberté? Je me porte mieux. On est toujours mieux quand on est en dehors de prison que quand on est en dedans. Donc je me porte bien. Depuis le 15 janvier 2019, date de votre acquittement, vous vous tairez dans le silence. Pour quelles raisons avez-vous accepté aujourd'hui de parler? Vous savez, depuis mon arrestation, le 11 avril 2011, je n'ai pas parlé, sauf lors des interrogatoires devant la Cour pénale internationale. Je n'ai pas parlé et quand j'ai été acquitté, j'attendais d'être dans mon pays avant de parler. J'attendais d'être en Côte d'Ivoire avant de parler. C'est pourquoi depuis, je ne parlais pas. Mais aujourd'hui, la date du 31 octobre approche. Le 31 octobre, qui est le jour de l'élection, qui est le jour de la fin du mandat présidentiel. La fin d'un mandat présidentiel et le début d'un autre. Je vois que les querelles nous amènent dans un gouffre. Et en tant qu'ancien président de la République, en tant qu'ancien ancien prisonnier de la CPI, ancien comme politique connu, si je me tais, je ne serai pas responsable. Donc j'ai décidé de m'exprimer pour donner mon point de vue sur ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire et donner ma direction, celle qui me semble bonne. Alors on y reviendra, Monsieur le Président. Pour la présidentielle du 31 octobre, vous n'aviez pas fait acte de candidature, mais vos partisans ont déposé un dossier qui a été rejeté. Est-ce que vous avez été surpris par le rejet de votre candidature parce que vous ne remplissiez pas toutes les conditions? Madame, j'ai fait acte de candidature parce qu'une candidature ne peut pas être déposée sans l'accord de celui qui est candidat. Oui, mais quand je voulais dire que ce n'est pas vous-même qui avez déposé votre dossier comme l'ont fait tous les autres candidats. Oui, mais parce que j'étais loin. J'étais à 6 heures de vol d'avion de la Côte d'Ivoire. Donc, mais j'ai été candidat et ma candidature a été rejetée. Mais vous ne remplissiez pas, Monsieur le Président, toutes les conditions pour être candidat. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Nous étions 44 candidats. On a rejeté 40 candidatures. Vous voyez un peu. Donc, je trouve ça un peu enfantin. Je trouve ça un peu enfantin. Je pense que dans un pays, ceux qui veulent être candidats doivent être candidats. On ne doit pas multiplier les obstacles sur la route des candidatures. Je ne conçois pas comme ça la politique. Et vous estimez que certains candidats ont été sciemment écartés de cette présidentielle? Oh, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais bon, c'est pour tout ça que je m'exprime aujourd'hui. Alors, depuis l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara pour la présidentielle du 31 octobre, pour briguer un troisième mandat, la Côte d'Ivoire connaît une crise préélectorale. Oui.
qui a fait d'ailleurs déjà plusieurs victimes à Abidjan et même dans plusieurs villes à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez la colère des anti-troisième mandat? Oui, oui. Je la comprends et je la partage. Je pense que l'un des problèmes politiques en Afrique, c'est qu'on écrit des textes sans y croire. On écrit dans la Constitution que le nombre de mandats Est limité. est limité à 2. Pourquoi veut-on faire un 3e mandat? Il faut qu'on respecte ce qu'on écrit. Il faut qu'on respecte ce qu'on dit. Dès l'instant où, dans une société, les textes de loi et la Constitution est la loi suprême. On dit d'ailleurs que c'est la loi fondamentale. C'est la loi fondamentale. Les textes de loi qui régissent les rapports entre les citoyens disent une chose, il faut qu'on s'y conforme. Et c'est en s'y conformant que la société est régulée de façon efficace. Si on écrit une chose et qu'on en fait une autre, on assiste à ce qui arrive en Côte d'Ivoire aujourd'hui. La situation inflammable que connaît la Côte d'Ivoire depuis le mois de juillet vous préoccupe alors? Elle me préoccupe absolument. Et je voudrais dire que on a un remède à cela. Le remède, c'est la discussion. Il faut que les gens s'asseyent et qu'ils discutent. Alors quand vous dites les gens s'asseyent, vous pensez à qui? Alassane Ouattara, Aux hommes politiques en Henri général. Konan Bédié et vous-même. Oui, mais je pense à ces 3-là. Mais le champ politique s'est élargi depuis. Le champ politique s'est élargi. Mais depuis que Oufoué était président, parce que j'ai été le seul à être candidat contre Houphouët-Boigny. J'ai été le seul en 90. Mais je ne cessais de répéter, asseyons-nous et discutons. Avec la discussion, la négociation, on règle beaucoup de problèmes. Mais Monsieur le Président, est-ce que tous les trois, vous n'avez pas une part de responsabilité? Parce que depuis 30 ans, vous cristallisez la scène politique ivoirienne à coups de mésalliances et d'alliances. Est-ce qu'aujourd'hui, le temps n'est pas venu pour vous, tous les trois, de vous retirer et de passer la main à une nouvelle génération? On ne règle pas les problèmes politiques comme ça. C'est antidémocratique d'ailleurs, d'essayer de régler les problèmes politiques. J'entends souvent les gens dire « Oh, ces trois-là, il faut qu'ils partent, il faut que d'autres viennent. » Mais De Gaulle, il est resté combien de temps devant la scène politique? De 1940 à 1969. Son départ de l'Élysée, après la défaite du référendum qu'il avait initié, François Mitterrand, il est resté combien de temps? 14 ans. Bon, non, 14 ans à l'Élysée. À l'Élysée, au pouvoir. Oui, oui, mais au devant de la scène politique, François Mitterrand était ministre depuis les années 40, 50, puis il est passé dans l'opposition, puis il est devenu président. Monsieur Chirac. Mais comparaison n'est pas raison, Monsieur le Président, parce que la situation de la Côte d'Ivoire est particulière, et vous le savez, depuis 1999, date du premier coup d'État, tous les trois, vous occupez la scène politique. Et aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est que la jeunesse se dit « passer la main à une nouvelle génération ». La jeunesse ne dit rien du tout. Ce sont les autres qui parlent pour notre jeunesse. Mais je ne voudrais pas focaliser la discussion sur ce point parce que, bon, moi j'ai été bien en prison une décennie
Et la vie a continué. Donc, la vie peut continuer sans nous. Donc, mais je veux dire que poser les problèmes en ces termes-là, c'est encore tromper les Ivoiriens. En leur disant, si ces trois-là s'en vont, tous les problèmes sont réglés. Or, non. Peut-être pas tous les problèmes, mais Oui, une oui. grande partie des problèmes. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour renouer les fils du dialogue entre Alassane Ouattara et les principaux leaders de l'opposition dont vous faites partie? Oui, c'est-à-dire que il faut une auto-éducation. Il faut que les gens comprennent que dans la démocratie, on se donne des règles. On n'est pas d'accord. Dans la démocratie, d'abord, on se rend compte qu'on n'est pas d'accord. C'est la première chose qui fonde la démocratie. On n'est pas d'accord. Mais on vit ensemble dans un pays. En bonne intelligence. Oui, donc on doit vivre en bonne intelligence. On doit se donner des règles. On doit se donner des règles. Et une fois qu'on se donne des règles, il faut les respecter. C'est ça. Il faut les respecter. Si on ne peut pas respecter les deux mandats, ben qu'on ne l'écrive pas dans la Constitution. Vous comprenez? Si dans la Constitution, il était au temps de Feu-Boigny, il n'y avait pas de limitation de mandat. C'était le parti unique aussi. Hein. C'était le parti unique, mais il n'y avait pas de limitation de mandat. Quand il n'y a pas de limitation de mandat, on s'attend à tout. Mais quand il y a une limitation de mandat, aux États-Unis, il n'y avait pas de limitation de mandat au départ. C'est après Roosevelt qu'on a limité les mandats. Roosevelt lui-même, je crois, a fait 3 mandats. Vous comprenez? Donc, la limitation de mandat n'est pas obligatoire. Mais moi, je la souhaite. Je souhaite qu'on limite les mandats. Mais Et qu'on la respecte. Oui, mais une fois qu'on a limité les mandats, il faut, dans la Constitution, il faut qu'on respecte cette limitation des mandats. Alors, face à ce qu'elle appelle justement la dérive du pouvoir, hein, l'opposition ivoirienne fait bloc, et elle appelle à la désobéissance civile, Oui. un mot d'ordre que Alassane Ouattara n'entend pas, puisque ça ne l'a pas fait reculer. Et d'ailleurs, ses partisans au RHDP disent du 31 octobre, un coup KO, une Oui. victoire au premier tour. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui nous attend au lendemain du 31 octobre? La catastrophe. Ce qui nous attend, c'est la catastrophe. Et c'est pourquoi je parle. Il faut qu'on sache que j'ai parlé. Il faut qu'on sache que je ne suis pas d'accord pour aller pièce de point lié à la catastrophe. Pour qu'on sache que j'ai dit qu'il y avait autre chose à faire. Il faut discuter. J'ai été élu président de la République le 22 octobre 2000. Le 19 septembre 2002, c'est-à-dire moins de 2 ans après, une rébellion éclatait. Il y avait 2 choix. Ou bien choisir la lutte militaire à outrance contre les rebelles, ou bien négocier. Vous avez choisi de négocier avec les accords de Marcoussis. J'ai choisi de négocier. Avec les accords de Marcoussis. Il y a eu les accords de Marcoussis. De Ouagadougou. Il y a eu la réunion de Kléber. Il y a eu 3 réunions à Accra. Et Ouagadougou. Il y a eu... Ouagadougou, c'était le dernier accord. Il y a eu des négociations à Lomé. Il y a eu 2 réunions à Pretoria. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Vous voyez, il y a eu plusieurs réunions partout. Même
la veille du jour du deuxième tour. J'étais au deuxième tour contre Alassane Ouattara. C'était un dimanche. Mais la veille, le samedi, nous négocions encore. Blaise Compaoré, le facilitateur, est venu ce samedi. Nous avons passé la demi-journée à négocier et il est reparti à la nuit tombante. Vous comprenez? Donc, une négociation, elle s'impose quand il y a une crise. À ce propos, Monsieur le Président, qu'avez-vous pensé des missions de bons offices conduites par la CEDEAO et du mutisme de l'Union africaine? Je voudrais pas faire les analyses sur ces institutions-là, mais je pense que l'Afrique doit s'impliquer plus dans la recherche de la paix dans les différents pays africains. Mais c'est surtout dans les pays francophones qu'il y a des crises de ce genre. Vous voyez? Et comment vous l'expliquez? Peut-être à cause de notre histoire particulière avec la France, ou bien à cause de la forme qu'a prise notre décolonisation. Et aussi un peu de la faute des hommes politiques. Oui, et beaucoup de la faute des hommes politiques. C'est beaucoup. Mais le tout se tient. Le tout se tient. Beaucoup de la faute des hommes politiques, qui sont tous mi-français, mi-africains, au niveau de la culture politique, qui prennent à tout bout de champ des exemples mauvais d'ailleurs sur la France. Et bon, mais premièrement, il faut se dire que quand il y a une crise dans un pays, c'est la faute principalement aux dirigeants de ce pays. Quand je dis dirigeants, ça veut dire ceux qui sont au pouvoir comme ceux qui sont leurs opposants. La classe politique tout confondue. confondue. La classe politique tout confondue. Il ne faut pas se leurrer. Mais est-ce qu'il est encore possible que tous les trois, notamment tous les grands acteurs politiques que vous êtes, Alassane Ouattara, vous-même et Henri Konan Bédier, vous vous asseyez autour d'une table pour faire la paix? En ce qui me concerne, je suis toujours dans une position de paix. Je n'ai jamais fait la guerre à personne. Bon, donc, je n'ai pas de problème de ce côté-là. Mais il faut élargir. Il n'y a pas que ces trois-là aujourd'hui qui sont audibles. Non, certainement, oui. mais il y a quand même que tous les trois, depuis 1999, oui. Vous êtes toujours au cœur des crises qui reviennent. Et on le sera encore peut-être. Et on le sera encore peut-être. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne tourne pas la page, les pages politiques comme ça. Ça ne se décrète pas. Oui, ça ne se décrète pas. Il y a la nature, il y a la politique elle-même, il y a beaucoup de choses. Mais il faut avoir la capacité de faire la paix. Et faire la paix, faire l'union, ça ne veut pas dire se réunir dans un magma qu'on appelle gouvernement d'union nationale. Moi, j'en ai dirigé plein de gouvernements d'union nationale. Mais tout en sachant qu'ils ne donneraient rien. Parce que... Fouette disait que la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. C'est un comportement. Il faut avoir un comportement de paix. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est le non-respect des règles qu'on se donne. Vous savez,
si on se donne des règles, qu'on les respecte, les mêmes peuvent être là jusqu'à 80 ans, 90 ans. On ne le sentira même pas. Parce qu'on respecte les règles. Donc il n'y a pas de crise. Mais si on se donne des règles, Et qu'on les foule aux pieds. respecte, même si les messieurs ont 40 ans, ou les messieurs ont 40 ans ou 45 ans, ils vont agacer. Vous comprenez, madame? Ce n'est pas donc une question d'âge biologique, c'est une question d'âge intellectuel politique. Il faut... Et presque de moralité également. Et de moralité également. Il faut que les Africains, en général, Respectent leurs paroles. respectent leurs paroles, respectent leurs écrits. Leurs écrits, surtout la Constitution. Aujourd'hui, la cause de ce qui se passe là, c'est le non-respect De la loi fondamentale. de la loi fondamentale. C'est ça qui est c'est pas parce que des candidats ont été éliminés, mais c'est le non-respect de la Constitution. Dans un monde idéal, Monsieur le Président, vous, après votre acquittement, vous seriez rentré en Côte d'Ivoire. Oui, Mais est-ce que vous comprenez le fait que les autorités ivoiriennes ne vous aient pas accordé votre passeport, vous, en tant qu'ancien président de la République? je ne les comprends pas. Enfin, je les comprends. Mais c'est une mauvaise manière de vivre, ça. Ça fait partie des règles non respectées. Parce que même dans nos villages, quel que soit le pays africain, quelqu'un qui vient de prison, on ne lui interdit pas de rentrer dans son village. On lui dit d'abord Yako. Oui, on vient et on lui dit d'abord Yako. Chacun lui apporte du riz, de l'huile, de la viande, etc., etc., etc. Et si on a des problèmes à régler avec lui, après qu'il se soit installé, on les règle. Mais Alassane Ouattara affirme que les choses seraient en train de s'arranger et il suffirait que vous en parliez tous les deux. Mais alors, où et quand? Mais salut le président. Moi, je ne suis qu'un prisonnier. Un ex. Oui, mais tant que je ne suis pas rentré chez moi, je me considère encore un tout petit peu comme un prisonnier. J'ai été acquitté, mais tant que je ne suis pas rentré dans mon pays, cet acquittement a un goût d'inachevé. Vous comprenez, madame? Voir l'ex-président de la République aller dans l'ambassade de Côte d'Ivoire demander Un passeport. un passeport, c'est un peu honteux pour le pays, non? En effet. C'est un peu honteux pour le pays. Il y a des choses qui se font quand on est éduqué, quand on est civilisé, quand on mène une politique correcte. Vous diriez qu'Alassane Ouattara manquait d'élégance à votre égard? Beaucoup d'élégance. Il manque vraiment d'élégance. Il manque d'élégance, mais bon, on ne refait pas un homme. Hein. On ne refait pas un homme, mais ce n'est pas grave ce qui me concerne personnellement. C'est ce qui concerne le pays qui est grave. Moi qui me donne mon passeport ou pas, si je veux rentrer au pays, je rentre. Parce que pour rentrer chez soi, c'est pas compliqué. Mais je ne veux pas rentrer et provoquer des palabres, comme on dit.
provoquer Des tensions. des tensions, des antagonismes. Une fois au pays, voilà, les militaires sont là, devant le domicile de Gbagbo, les policiers sont ici. Je ne veux pas provoquer ça. C'est pourquoi je ne suis pas rentré. Sinon, rentrer dans mon pays, c'est facile. C'est facile. Même quelqu'un peut me donner un passeport. D'un autre pays. Un autre pays peut me donner un passeport avec lequel je peux rentrer. Mais est-ce que vous accepteriez la main tendue d'Alassane Ouattara aujourd'hui pour régler cette question, notamment du passeport? Mais on n'a pas besoin de négocier pour ça, pour le passeport. C'est un droit. Mais c'est un droit. Un droit, ça ne se négocie pas. Ce qu'il faut négocier, c'est la paix qui est menacée en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il faut négocier. Et pour ça, je les appelle tous à se rassembler, à s'asseoir, lui d'abord, parce qu'il peut beaucoup, puisque ce n'est pas lui que la faute est venue. La faute de violer la Constitution est venue. Donc, lui d'abord, il ne faut pas faire comme si tous les autres ont commis une faute. C'est lui qui a commis la faute. Parce que c'est lui qui n'a pas respecté la Constitution. Il faut le dire très, très clairement. Et donc, les autres qui se révoltent parce que leur bien commun a été déchiré, leur bien commun qui est la Constitution a été déchiré, eux, on ne peut pas leur imputer la même faute qu'à lui. La faute majeure, c'est lui. Et il faut le dire clairement. Il faut le lui dire clairement. Vous comprenez, madame? Voilà. Dans les années 90, vous avez affronté le président Félix Houphouët-Boigny, vous le rappeliez d'ailleurs tout à l'heure, pour obtenir le pluralisme politique. Quel regard vous jetez sur l'évolution de la démocratie en Côte d'Ivoire ces 40 dernières années? On a fait beaucoup de progrès. Mais depuis 10 ans, tous les progrès en matière de démocratie sont en train de s'écrouler. La faute à qui? Mais au pouvoir qui est là depuis 10 ans. Par exemple, quand j'ai été candidat contre Houphouët-Boigny, c'est le ministre de l'Intérieur qui a organisé les élections. Bon, j'ai perdu, parce que c'était quand même Houphouët. Mais après, il y a eu les législatives. Après, il y a eu les élections de 95, avec Bédier, Houphouët était parti, etc. Mais c'est en ce moment-là que nous avons lancé le mot d'ordre de remplacer le ministère de l'Intérieur par une commission électorale. Indépendante. Indépendante. Et tous les partis d'opposition dans l'Afrique francophone, parce que j'étais en rapport avec ceux de l'Afrique francophone. Se sont inspirés de l'expérience ivoirienne. Oui, mais peut-être on regardait aussi leur propre vécu. Et c'est devenu un mot d'ordre total en Afrique. Et on a mis sur pied, dans tel pays, dans tel autre pays, dans tel pays, on a mis sur pied des commissions électorales indépendantes.
Pour autant, ça ne fait pas des scrutins apaisés, Monsieur le Président. Oui, mais on s'est rendu compte, on se rend compte aujourd'hui, on se rend compte que les défauts qu'on reprochait aux différents ministères de l'Intérieur, on les retrouve Au sein de la commission au électorale sein indépendante. de la commission électorale indépendante. Donc c'est une question d'hommes. Donc, il faut réfléchir encore. Ce n'est pas l'institution, mais ce sont les hommes qui la font. Voilà. Il faut réfléchir encore et trouver des solutions nouvelles pour résoudre ces problèmes nouveaux. Voilà. Et il faut le faire. Monsieur le Président, cet entretien tire à sa fin. Ça fait 9 ans que les Ivoiriens ne vous ont ni vu ni entendu. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire à la veille de cette date cruciale du 31 octobre? Quel message? Merci, madame. Discuter, négocier, parler ensemble. Il est encore temps de le faire? Toujours. Il est toujours temps de le faire. Il est toujours temps de parler. D'abord, je voudrais dire aux Ivoiriens que dans ce combat qui se mène aujourd'hui autour du troisième mandat, je suis, moi, Laurent Gbagbo, ancien chef d'État, ancien prisonnier de la CPI, je suis résolument du côté de l'opposition. Je suis résolument dans l'opposition à la pratique qui se fait aujourd'hui, Vous avez choisi votre camp. à la pratique du troisième mandat. Je suis résolument dans l'opposition. Mais étant pratiquement, étant clairement, sans embâche, opposé au troisième mandat, et sans embâche dans l'opposition à ce troisième mandat, je dis, vu mon expérience, qu'il faut négocier. Dernier mot, Monsieur le Président. Oui. Un message particulier aux jeunes Ivoiriens qui sont nés en 2002, année de la crise politique, et qui, cette année, vont voter pour la première fois le 31 octobre. Oui. Un message à leur endroit. D'abord, je voudrais les saluer tous. Ce sont mes potes. Beaucoup me voyaient souvent, enfin, les jeunes me voyaient souvent à Yopougon. Non, en 2002, ils sont Oui. nés en 2002. Oui, hein. oui, oui. Non, mais je veux dire, quand j'étais au pouvoir, les jeunes D'accord. me voyaient souvent à Yopougon, quelquefois même dans des maquis, dans des bars, etc. Mais ces jeunes-là, Ils ont 18 ans hein, ils cette ont année. 18 ans cette année. Je voudrais leur dire que c'est moi qui ai mis l'âge de vote à 18 ans. Parce qu'avant que je n'arrive au pouvoir, l'âge de vote était à 21 ans. Quelquefois, je me demande si on n'a pas loupé le coche, s'il ne fallait pas mettre à 17 ans ou à 16 ans comme dans certains pays. Mais bon, 18 ans, c'est quand même un progrès. Un progrès. Si dans la réflexion, on verra si plus tard il faut descendre encore l'âge de vote. Donc je leur dis que ce pays-là, c'est leur pays. Nous, qui avons aujourd'hui un certain âge, mais surtout nous, qui sommes de cette classe politique qui a géré le pays,
depuis Houphouët-Boigny jusqu'à maintenant. Notre travail, notre rôle, c'est de faire en sorte que, après nous, nous laissions aux générations futures un pays avec des règles claires et respectées. Pour que ces règles-là soient claires, il faut qu'elles soient écrites. Parce que verba volent, scripta manent. Hein, les mots s'envolent, mais les écrits restent. Donc, il faut que nous laissions des règles claires. Mais il faut que nous donnions l'exemple du respect de ces règles. C'est surtout ça. Aujourd'hui, en France, en Belgique, je dis ce mot parce que nous sommes en Europe occidentale ici. Je suis en Belgique ici, la France est à côté. Quand on annonce la date d'une élection, elle ne raisonne pas cette date-là comme une guerre civile qui approche. Il n'y a pas de guerre civile qui approche parce qu'il n'y a pas de règles nouvelles. Les règles sont établies une fois pour toutes. Et on les respecte. Et on les respecte. Or, chez nous, chacun vient et change la Constitution. Chacun vient et change la Constitution. Les Américains ont leur Constitution depuis la fin du XVIIIe siècle. C'est la même Constitution. Les Français ont leur Constitution, la Ve République, depuis 1958. Et elle est là. Nous, depuis 60, en Côte d'Ivoire, on est déjà à la 3e Constitution. Vous comprenez? Donc, il faut que nous laissions des règles claires, donc écrites, et surtout que nous laissions l'exemple des gens qui respectent les règles. C'est comme ça que nous laisserons aux générations futures une Côte d'Ivoire apaisée, paisible et qui marche vers le développement. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame.